En outre, il existe des cas de grossesse extrêmement précoces. Donc il y a des liens sur ce thème. En voici le cas le plus récent de Lina Medina. Et j'avais également ramené un article d'une grossesse d'une fille de 11 ans en Angleterre. Et nous allons venir maintenant aux fiançailles. Donc c'est la période avant le mariage. Et un propos du grand légiste du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, au sujet des fiançailles, à l'âge de 7 ans. Donc le grand savant chrétien du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, qui est un grand légiste, dit que le garçon et la fille de 7 ans peuvent être fiancés. Et lorsqu'ils seront pubères, ils pourront consommer le mariage. Article 2, convenait-il de fixer l'âge de 7 ans pour le contrat de fiançailles? Conclusion, bien sûr, je ne fais que rapporter les passages les plus intéressants. Conclusion, l'âge de 7 ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles et cela est assez raisonnable. Donc ce propos est de Thomas d'Aquin. Les fiançailles sont des promesses pour l'avenir. Ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces promesses et pour cela capables de prévoir prudemment l'avenir. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Selon la remarque du philosophe, on peut distinguer 3 étapes, donc Aristote, selon la remarque d'Aristote, on peut distinguer 3 étapes dans ce développement. Pendant la première, l'enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui. Pendant la seconde, l'homme est capable de comprendre grâce aux leçons d'autrui, sans toutefois se suffire lui-même pour apprendre. À la troisième, l'homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Durant la première étape, l'intelligence se développe mais avec lenteur. À mesure que s'apaisent les mouvements et les variations d'humeur, cette étape dure 7 ans. Et pendant ce temps, l'enfant est inapte à faire aucun contrat et à célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape à la fin de ces 7 ans. Aussi bien voit-on les enfants de cet âge à l'école. 7 ans encore et l'homme commence la troisième étape, s'il s'agit du moins des obligations personnelles qu'il peut assumer, car dans ce domaine, sa raison naturelle se développe plus vite. Donc il est intéressant que pour la première étape, à l'âge de 7 ans, c'est l'âge à laquelle il faut imposer les enfants à faire la prière. Mais il s'agit d'œuvres extérieures, il n'arrive à bien raisonner qu'à la fin du troisième septennat. Avant donc que ne s'achève le premier septennat, l'homme ne peut s'engager par aucun contrat. À la fin de ce premier septennat, il commence alors à pouvoir faire des promesses pour l'avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l'incline davantage. Mais il ne peut s'engager pour toujours car sa volonté n'est pas encore assez ferme. À cette époque, il peut donc contracter des fiançailles, donc à 7 ans. À la fin du second septennat, il est alors capable d'assumer des obligations personnelles, d'entrer en religion par exemple, de se marier. Enfin, ce n'est qu'après le troisième septennat qu'il peut contracter des obligations altruistes. Ainsi, selon les lois civiles, n'est-ce qu'après l'âge de 25 ans que l'homme peut disposer de ses biens. Solution 1. Si les fiancés n'ont pas encore l'âge de puberté et si leurs fiançailles ont été conclues par des tiers, l'un et l'autre ou l'un seulement peuvent réclamer. Il n'y a donc rien de définitif, à tel point qu'aucune affinité n'en résulte. Aussi, les fiançailles contractées par d'autres personnes que les fiancés n'ont de valeur que si les intéressés parvenus à l'âge voulu ne se récusent point. Leur silence montrera qu'ils consentent à ce que d'autres ont fait en leur nom. Ici, bien sûr, il faut noter l'influence ou l'héritage de cet érudit français de la civilisation arabo-musulmane. Et ici, il y a clairement une influence directe. Et il faut noter que nous assistons aux premières heures de l'université de la Sorbonne et que la France est en train de devenir le phare de la civilisation, donc bien sûr à l'aide de cet héritage. Et que finalement, cet héritage, il n'en est un que dans la mesure où les Arabes, ils ont repris cet héritage romain. Et on va le voir avec Ambroise. Et nous avons ici la preuve qu'avant d'être une spécificité musulmane, eh bien ces règles juridiques, elles répondent à des besoins physiologiques et anthropologiques. Avant tout,
L'âge de la maturité sexuelle, c'est un phénomène anthropologique qui a été abordé de façon juridique par les différentes civilisations. Et le fait est que lorsque nous sommes actuellement imbibés d'humanisme, eh bien nous abordons ces éléments avec anachronisme et de façon complètement déformée et biaisée. Voici pour la réflexion, et bien sûr, Youssef Indy n'a pas échappé à ce travers. Donc, à sa conclusion 7, si les fiancés approchent de l'âge de 7 ans, le contrat de fiançailles est valide, car selon Aristote, donc le philosophe, ce qui manque en petite quantité n'est compté pour rien. Donc ici, encore une fois, une règle juridique. L'époque où l'on approche suffisamment de l'âge voulu est fixée par certains aux 6 mois qui précèdent, mais il vaut mieux l'évaluer chaque fois selon les dispositions des contractants, car chez certains, l'usage de la raison est plus précoce que chez d'autres. Ici, il fait preuve de nominalisme. Donc ici, un peu le petit pied de nez à Pierre Hillard, qui attribue le nominalisme aux humanistes de façon spécifique, alors que le nominalisme est un phénomène anthropologique, j'en ai déjà parlé. Plusieurs érudits juifs et chrétiens marient leurs filles à l'âge de 12 ans. Jean Calvin dit qu'à partir de 12 ans, la fille était en mesure de se marier. Il appelle la fleur d'âge quand il est temps de marier une fille. Les légistes limitent cet âge depuis 12 ans jusqu'à 20 ans. Donc on va rester avec ce fameux 12 ans, qui est déterminant pour la compréhension de ce phénomène anthropologique. Le dictionnaire de Westphal dit « Les mariages précoces ne soulevaient pas d'objection. Un adolescent pouvait se marier dès l'âge de 14 ans. Sa fiancée pouvait n'avoir que 12 ans. Il n'était guère admis qu'on fût encore célibataire à 20 ans. Le Concile de Trente autorisait le mariage à l'âge de 12 ans. L'âge de mariage, à partir du Concile de Trente, donc en 1545 et 1563, le droit canon applique l'âge suivant. Garçon 14 ans, fille 12 ans. Ne soyez donc pas surpris par ces âges. Vous les avez bien lus. Une fille de 12 ans peut bien devenir l'épouse d'un homme de 30 ans. Sainte Élisabeth a été mariée à l'âge de 11 ans. Sainte Élisabeth du Portugal, née en 1271, morte le 4 juillet 1366 à Estremoz, dite Sainte Isabelle ou Isabelle d'Aragon, fut par mariage reine du Portugal de 1282 à 1325. Elle était la fille de Pierre III le Grand, roi d'Aragon, et de Sicile et de Constance de Sicile. Elle épousa en 1282 Denis Ier, sixième roi du Portugal, fils d'Alphonse III et de Béatrice de Castille. Donc voici un cas de mariage entre guillemets précoce dans les monarchies européennes. Même en France, les filles se mariaient à l'âge de 12 et 13 ans, condition requise, âge en France dans l'Ancien Régime avec l'autorisation des parents. Donc la fille se mariait à 12 ans et le garçon à 14 ans. Je vous épargne l'évolution de l'âge minimal ou de la majorité sexuelle dans les différents pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada et en Angleterre et ailleurs. Je me contenterai, puisque cela nous concerne directement, de cette évolution en France, et je vous épargne également des exemples historiques de mariages dynastiques en Europe, dans lesquels les protagonistes étaient relativement jeunes, pour ne pas dire très jeunes, pour ce qui est notamment la fille. Et donc, en 1792, nous sommes passés, ou après la chute de l'Ancien Régime, et donc on s'est débarrassé du carcan de la religion, entre guillemets, la loi du 20 septembre, création de l'état civil moderne, la tenue des registres est enlevée aux prêtres et remise aux municipalités. Donc ici, il n'y a plus l'argument de l'influence de la religion. Création des tables annuelles et décennales. Âge du mariage, 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons, consentement parental à 21 ans. Donc 13 ans pour les filles, c'est-à-dire que les coutumes bédouines du fin fond du désert, elles sont plus évoluées, puisqu'elles autorisent le mariage à 18 ans, 19-20 ans, que
le code pénal français dès la fin de l'Ancien Régime. Donc, si on voit l'absurdité de l'argument, même si ce ne sont que ses implications, mais si les implications d'un discours elles sont erronées, eh bien elles remettent en question le discours lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que si on garde cet âge de 12 ans, donc qui a traversé les civilisations, notamment en Occident, et qu'on considérait que 9 ans, pour des raisons climatiques comme le climat de la péninsule arabique, était un âge précoce, c'est-à-dire que puisque Youssef il a multiplié par 2 l'âge précoce de Aïcha, la matriarche, 9 et 9, 18, eh bien il faudrait multiplier par 2 l'âge usuel du mariage appliqué sous l'ère romain, qui est 12 ans. Ça veut dire que si on prend la logique de Joseph, eh bien, c'est qu'on mariait les filles à 24 ans. 12 et 12, 24. Donc on voit l'absurdité de l'argument. Et je continue mon raisonnement. Âge de mariage, 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons, consentement parental, 21 ans. Mention des professions, âge de domicile des défunts sur les actes de décès. Puisque les filles se mariaient à l'âge de 12 ans, et que plusieurs filles n'ont leur menstru qu'après 12 ans, donc ici, nous sommes en pleine considération juridique d'un phénomène physiologique et anthropologique qui démontre qu'il n'y a aucune spécificité à l'islam. Et c'est qu'en réaction à ces pressions d'une propagande intense qu'émerge ce progressisme complexé et subordonné et qui fait dire des absurdités monstrueuses telles que celles dont s'est fendu Joseph. Donc, puisque les filles se mariaient à l'âge de 12 ans et que plusieurs filles n'ont leur menstru qu'après 12 ans, ça signifie que plusieurs filles ont été mariées alors qu'elles n'avaient pas encore eu leur menstru. Il était donc tout à fait normal pour une fille d'être divorcée sans n'avoir jamais eu ses menstrues. C'est exactement ce que nous indique le Coran et sur lequel il y a un consensus des savants, et nous allons revenir sur ce point qui est déterminant sur ce sujet. Pour marier les enfants, on attendait que l'âge de puberté, qui dans les pays méridionaux arrive de bonne heure, pour en citer quelques exemples dans les temps historiques, car selon les traditions de la Genèse, on se mariait quelquefois très tard à l'époque matriarcale, donc il faudra développer ce point. Nous rappellerons que Joram, donc ici je reviens vers un site religieux, et ensuite nous reviendrons à l'historique, l'évolution de l'âge de la sexualité, de la majorité sexuelle, selon le code juridique français. Car selon les traditions de la Genèse, on se marie quelquefois très tard à l'époque patriarcale. Nous rappellerons que Joram, roi de Juda, mort à 40 ans, laissa un fils de 22 ans. Amon, à 24 ans, laissa un fils de 8 ans, qui, à son tour, devint père à l'âge de 14 ans. Joachim, à 36 ans, avait un fils âgé de 18 ans. Ce qui était d'usage dans la famille royale était sans doute aussi dans les autres classes de la société, car la constitution et la manière de vivre des Hébreux dispensaient les pères de faire une position à leurs fils avant de les marier, et les fils restaient sous la dépendance du père jusqu'à sa mort. Selon la tradition rabbinique, les jeunes gens doivent se marier à l'âge de 18 ans. Les jeunes filles sont déclarées nubiles à l'âge de 12 ans. Quelle récurrence de cet âge de 12 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans son débat avec Pierre Pagès, l'abbé Pagès, ou l'abbé, je ne connais pas exactement comment prononcer son nom, peut-être que je déforme, eh bien, Karim, il usait d'un procédé qui était extrêmement intéressant, que j'apprécie énormément, qui était de démontrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait aucune spécificité dans sa façon d'agir, et que non seulement ces phénomènes, ces prescriptions, elles répondaient à des besoins anthropologiques et non pragmatiques, mais bon, Karim ne dit pas ça, mais lui il dit la seconde partie, c'est qu'il allait en droite ligne dans le sens de la prophétie. Et Karim me lançait le défi, très judicieux, de ramener un seul point où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le mari d'Aïcha, allait à l'encontre de la prophétie. Donc j'ai énormément apprécié cette approche de la part de Karim, avant qu'il se fourvoie malheureusement.
Et même si ce fourvoiement n'est pas vraiment palpable, mais on peut le deviner. Et donc, il dit que, il donne des exemples de mariage à l'âge de 11 ans et 12 ans. Et en face, le père Pagès lui fait une remarque, il lui dit, oui mais 11 ans ou 12 ans, ce n'est pas 9 ans. Donc ici, il met en porte-à-faux Karim. Karim n'a pas su répondre à cet argument. Bon, peut-être que c'est le direct, peut-être que on n'est pas en mesure d'organiser nettement ses idées, mais peut-être aussi parce qu'il y a ce complexe qui est chez de nombreux musulmans. Karim n'avait pas, et en sachant que Karim il est très vindicatif, c'est-à-dire pas vindicatif, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'un zèle très laudatif dans ses débats, mais s'il n'a pas réussi à répondre, il dit il y a divergence sur la chose, mais revenons à l'exégèse biblique autour de l'âge de la majorité sexuelle. Et en fait, parce que, en définitive, et ça je l'ai appris plus tard, c'est que Karim, il est un réformiste. Mais s'il aurait été droit dans ses bottes, il aurait dit, d'un point de vue purement anthropologique, donc il n'y a aucun complexe à faire, il suffit de décomplexer le débat et de dépassionner. Il suffit de dire qu'ici, la raison pour laquelle la différence entre l'âge de Aïcha, 9 ans, et 11 ans ou 12 ans, qui était en vogue dans des régions plus au nord, au Moyen-Orient et aussi en Occident, c'est pour des raisons climatiques. Donc la précocité de l'âge de 9 ans, elle est due à un phénomène qui est entièrement anthropologique et qui n'a aucun lien avec ce qui serait d'une spécificité musulmane rétrograde et rigoriste. Et ça, Karim n'a pas su l'éluder. Donc nous lui rendons hommage aujourd'hui. Et nous passons à l'évolution de la majorité sexuelle en France. La défloration d'un enfant en dessous de 11 ans, sans violence, n'est qu'un attentat à la pudeur. Adolphe Chauveau et Faustine Elie, théorie du code pénal. Donc j'introduis mon propos, je vais revenir sur ce point. Et l'article 331 est consacré au nouveau délit d'attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle fixé alors à, tenez-vous bien, 11 ans. Nous sommes à la fin de l'Ancien Régime. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de 11 ans, sera puni de la réclusion. Article 331 de l'Ancien Code pénal. Pour Anne-Claude Ambroise Rendu, la loi de 1832, donc nous sommes en 1832, après la chute de l'Ancien Régime, donc sous l'ère humaniste, même si ici il prend du temps pour se mettre en place, doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes auxquelles le recours devient rapidement d'usage commun. Donc on parle ici de jurisprudence, qui sont un élément capital d'une démarche d'individualisation de la peine. J'aime beaucoup ce nominalisme ici, mais bon, bien sûr c'est dans l'air du temps. Longuement commenté par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les anormaux. Dans ce contexte, elle résume ainsi l'apport de la loi de 1832. Alors même qu'elle tentait d'isoler la victime, d'en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur via les questions du consentement et des circonstances atténuantes. Elle constate, donc Anne-Claude Ambroise Rendu, que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de 11 ans, il y a loin de la loi à la pratique judiciaire. Il y a loin de la loi à la pratique judiciaire. Et que tout au long des 19e et 20e siècles, la pratique judiciaire est tentée par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et les enquêtes sur la minorité de l'enfant mettant à mal le principe de l'égalité, sans violence physique, contrainte matérielle évidente et avérée par les traces visibles laissées sur le cœur de la victime. Le jury, mais parfois également le procureur, conclut au consentement donné par l'enfant. Donc c'est un sujet, c'est un thème qui revient à l'ordre du jour avec le débat sur l'abaissement de l'âge de la majorité sexuelle ou du consentement. Pour ces raisons, elle conclut que la nouveauté apportée par la loi de 1832 concerne moins les verdicts et les peines que le déplacement de la fixation de la tension judiciaire
qui porte désormais sur le rapport existant entre l'agresseur et sa victime. La possibilité d'une contrainte de toute morale faite d'un mélange de séduction et d'autorité, allant parfois jusqu'à questionner la possibilité d'une séduction opérée par l'enfant. Donc, si on résume les paragraphes précédents, nous avons que dans les prophètes de la Bible, les pères de l'Église, comme Ambroise, enfin Ambroise nous le verrons dans la seconde partie, le droit romain, le droit au Moyen-Âge, donc sous l'Ancien Régime, la coutume chez les rois de France et de Navarre, donc on tient compte des Concile de Trente, de Jean Calvin, Saint Thomas d'Aquin, donc l'Ancien Régime, les codes civils post-révolution, qui étaient pourtant anticatholiques. Une grande partie du monde, dont les pays arabo-musulmans, mais pas que. Donc, pour voir, il faut éventuellement voir l'évolution de la majorité sexuelle dans les pays concernés, comme les États-Unis, la France, le Canada, la Belgique. Eh bien, cela voudrait dire que la conclusion de Youssef Indy de 18 ans de la Jarissa pour échapper à l'accusation de pédophilie, elles font que tout ce que je viens de nommer, il validait la pédophilie, selon les critères de Youssef Indy. Même si, bien sûr, il ne dit pas la chose de façon aussi ouverte. Continuons. Donc, dans le code pénal de 1810, comme le modèle du viol reste l'accomplissement violent d'un acte sexuel complet avec son risque d'enfantement pour les hommes de ce premier 19e siècle, le viol sur un enfant n'existe pas. Cette position sous-entend aussi que les magistrats et les tribunaux adoptent la perspective de l'auteur. Le viol est défini par la jouissance normale de l'assaillant et non par le ressenti de la victime. Georges Vigarello et Jean-Jacques Ivorel à propos des violences sexuelles à enfants. Le code pénal de 1810 punissait d'une seule et même peine le viol et l'attentat à la pudeur avec violence. Quiconque aura commis les crimes de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sera puni de la réclusion, article 331 de l'ancien code pénal. L'exigence de violence non comprise, celle de l'acte sexuel lui-même et ne pouvant être qu'une violence physique, la notion de violence morale étant écartée. Comme constitutive du crime restera une exigence jusque dans le dernier quart du XXe siècle. Le défaut de violence visible aboutissant le plus souvent à un acquittement ou à une correctionnalisation de la sanction, c'est-à-dire une rétrogradation du crime au rang de délit, punissable d'une peine plus légère. L'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu note que dès les années 1820, les présidents de cours d'assises se plaignent de l'augmentation des dénonciations d'attentats contre les enfants. Les victimes sont quasi absentes du champ judiciaire dans le premier tiers du XXe siècle, du XIXe siècle. La justice étant rendue non pas au nom des victimes, mais au nom d'une société lésée par l'infraction et mise en péril par la transgression des codes moraux. Donc là, nous revenons à la loi du 28 avril 1832. Et tenez-vous bien, la défloration d'un enfant en dessous de 11 ans, sans violence, n'est qu'un attentat à la pudeur. Adolphe Chanvaux et Faustin Elie. Théorie du code pénal. Par la loi du 28 avril 1832, une des grandes lois sous la monarchie de Juillet, le gouvernement Casimir Perier a opéré plusieurs modifications. Spécialement l'article réprimant le viol est transféré à l'article 332, celui réprimant l'attentat à la pudeur, avec violence à l'article 333 et l'article 331, est consacré au nouveau délit d'attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle fixé alors à, écoutez bien, 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait à la UCE? Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 11 ans, sera puni de la réclusion. Article 331 de l'ancien code pénal. Pour l'historien Georges Vigarello, la loi de 1832 prolonge l'objectif du code de 1791, donc on a évoqué plus haut. Distinguer toujours davantage les crimes pour mieux distinguer les gravités. Il constate l'apparition dans les années 1820-1830 de la violence morale comme nouvelle catégorie de la rhétorique judiciaire. La loi de 1832 étant aussi le domaine d'application des circonstances atténuantes à l'ensemble des crimes, rompant ainsi avec l'habitude prise par les jurés d'acquitter plutôt que de prononcer une peine trop lourde.
pour Anne-Claude Ambroise rendu, la loi de 1832 doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes, auxquelles le recours devient rapidement d'usage commun, qui sont un élément capital d'une démarche d'individualisation de la peine, longuement commentée par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les anormaux. Dans ce contexte, elle résume ainsi l'apport de la loi de 1832. Alors même qu'elle tentait d'isoler la victime, d'en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur via les questions de consentement et des circonstances atténuantes. Anne-Claude Ambroise rendu, attentat à la pudeur sur enfant, le crime sans violence est-il un crime? Elle constate que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de 11 ans, il y a loin de la loi à la pratique judiciaire et que tout au long des 19 et 20e siècles, la pratique, donc j'ai déjà émis cette remarque plus haut, la pratique judiciaire est tentée par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et des enquêtes sur la méthode de l'enfant mettant à mal le principe de l'égalité. Ainsi, après la loi du 13 mai 1863, plus on approche de l'âge nubile, et je vais revenir sur cette notion de nubilité avec le grand Ambroise, le grand giste Ambroise pré-islamique, plus on approche de l'âge nubile et plus il y a lieu de craindre que la volonté ne vienne contredire la présomption de contrainte morale qui est l'élément du délit. Le péril est de confondre l'attentat à la pudeur et l'immoralité. Adolphe Jambaud et Fontaine Elie. Le seuil de la majorité sexuelle est repoussé une première fois à 13 ans sous le Second Empire par la loi du 13 mai 1863. Donc il faut attendre 1863 pour passer à l'âge de 13 ans. Un deuxième alinéa étant ajouté concernant les ascendants, reflétant la conception nouvelle d'un abus d'autorité apparu vers les années 1860. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant ou de l'un ou d'autre sexe âgé de moins de 13 ans sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par toute ascendance sur la personne d'un mineur, donc le père éventuellement, c'est le crime d'inceste, même âgé de plus de 13 ans mais non émancipé par mariage. Article 321 de l'ancien code pénal. Toutefois, cette introduction de la notion d'abus d'autorité ne se fait pas sans peine et Anne-Claude Ambroise rendu expose. Le père, seule personne juridique de la famille définie par le code Napoléon, n'est certes plus tout à fait intouchable, mais les réticences des pénalistes à l'incriminer directement montrent bien à quel point les enfants mineurs demeurent ces propriétés largement réifiées. Anne-Claude Ambroise. Bien qu'Émile Garçon rappelle en 1901 que l'attentat à la pudeur est évidemment punissable, quelle que soit la moralité de la victime, il importerait peu que ce fût une fille publique si son consentement a réellement fait défaut. L'argument de la moralité de la victime continue d'être régulièrement invoqué par les accusés avec un certain succès jusque dans les années 1930. Le recours à la psychiatrie prend le relais et devient fréquent dans le prétoire à partir des années 1920. On revient aux théories freudiennes qui ne sont pas entièrement innocentes. Et les travaux de professeur Eugène Gelma, si je me trompe, enseignant la psychiatrie à la faculté de médecine de Strasbourg, deviennent la référence des experts et amènent à déconsidérer le témoignage des enfants ou à considérer qu'ils ont pu exercer séduction ou provocation, renforçant la suspicion de mythomanie. Dans cette histoire, la rencontre entre le droit et la psychiatrie a été fondamentale. Cher Freud. Installant ce que Michel Foucault appelle un pouvoir de normalisation. Cette notion de consentement, Freud et aussi, bien sûr, Huxley. Je reviendrai à d'autres occasions sur ce fameux Huxley. Cette notion de consentement de l'enfant fera toutefois un net recul à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Le seuil est repoussé une seconde fois sous le gouvernement provisoire de la République française par l'ordonnance du 2 juillet 1945. Les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 331 sont modifiés, portant le seuil de la majorité sexuelle à 15 ans. Donc on a bien vu 11, 13, 15. A noter qu'il s'agit à cette date, le troisième alinéa ayant été introduit 5 mois auparavant, d'une majorité sexuelle restrictive dans le cadre de relations strictement hétérosexuelles. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de 15 ans, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, donc l'inceste, même âgé de plus de 15 ans, mais non émancipé par mariage. Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans,
et d'une amende de 60 francs à 15 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans. Article 331 de l'ancien code pénal. Voici pour l'évolution de la majorité sexuelle en France, et on est loin des 18 ans, 19-20 ans de Youssef. Et maintenant, nous allons attaquer son argument, l'argument de Youssef, dans les textes scripturaires de l'islam. Donc, l'enjeu ici tourne autour du hadith que Ibn Hajar a commenté dans son fameux Fath al-Bari, donc qui est le hadith 3896, et dans lequel et dans lequel Ibn Hajar confirme que la matriarche Aïcha avait bien 9 ans lors de la consommation du mariage. Et de toute façon, ici, il n'y a pas besoin de faire de calcul, puisque c'est Aïcha elle-même qui témoigne de la chose. Et nous allons malgré tout procéder à une enquête et en prenant la calculatrice, en nous aidant de la calculatrice, étant donné que notre ami Youssef Indy, en sachant que pour sa défense, il n'est pas le premier à mettre cet élément en avant, qu'il considère que ce hadith est apocryphe. Donc, nous disons que d'après Mohammed ibn Youssef, selon Sofiane, selon Hisham, donc Hisham ibn Urwa, donc ici c'est l'élément déterminant, selon son père, selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, à 6 ans le prophète l'a pris pour épouse et à 9 ans le mariage fut consommé et ils vécurent ensemble pendant 9 ans. Donc ici ce témoignage, il serait de Hisham et selon Youssef, ce texte serait apocryphe. Nous allons revenir sur ce point. Alors déjà, le hadith il est muttafaqun alayh. Que veut dire muttafaqun alayh? C'est-à-dire qu'il est rapporté à la fois par Bukhari et Muslim, ce qui est le plus haut degré d'authenticité après le Coran. Et d'ailleurs, avant l'imprimerie, avant l'avènement de l'imprimerie ou l'invention de l'imprimerie, eh bien, il ne pouvait y avoir de texte plus authentique dans toutes les civilisations confondues qu'un texte sur lesquels s'accordent à authentifier Bukhari et Muslim. Avec tous les détails qui vont avec, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc ce hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim, Joseph. Il n'est pas rapporté uniquement par Bukhari. Donc, là on parle bien sûr du hadith 3896. Et si on revient au hadith 3894, Aïcha dit explicitement, donc, elle corrobore les propos de Hisham, qu'elle fut donnée au prophète à 6 ans et que le mariage fut consommé à Médine alors qu'elle avait 9 ans. Donc ici, nous avons une information supplémentaire. Alors, continuons notre enquête. Le hadith 3896 nous apprend que Khadija, elle décède 3 ans avant la hijra. Donc ici, nous opérons à des calculs. Et qu'il se marie avec Aïcha, ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se marie avec Aïcha 2 ans après son deuil, après le deuil de Khadija, alors qu'elle avait 6 ans. Et donc, qu'il consomma le mariage à Médine 2 ans après la hijra. Explication d'Ibn Hajar. Que dit Ibn Hajar? Donc, souvent, les explications ici sont en résumé. Le mariage fut consommé en Shawwal de l'an 1. Il s'était marié en Shawwal également. Et selon une autre hypothèse, en Shawwal de l'an 2. Certains parlent de 7 mois après sa venue à Médine. Aïcha n'avait pas fait le voyage avec son père à Médine, mais le rejoignit avec sa mère et sa sœur Asma. Et descendirent chez les Banu al-Harith ibn al-Khazraj. Le mariage eut lieu chez les Banu al-Harith. Ensuite, Ibn Hajar soulève une problématique qui est que le hadith sur la mort de Khadija sous-entend que le mariage fut consommé à Médine 2 ans après la hijra. Mais le problème, c'est qu'elle resta sous son giron pendant 9 ans. Un autre hadith confirme que le jour du mariage d'Aïcha que le jour de son mariage, Aïcha avait encore séjourné avec elle et qu'à sa mort, elle avait 18 ans. Mais ça, ici, ça peut choquer un non-initié, un profane, lorsqu'il dit qu'une enfant qui est encore avec ses jouets
donc qui est encore dans sa période de juvénilisation, qu'elle puisse se marier avec un homme qui est largement plus âgé qu'elle. Ça peut choquer les esprits qui sont lobotomisés par l'humanisme et qui sont imprégnés de cette culture humaniste. Mais en réalité, c'est un phénomène qui est entièrement anthropologique. Et nous allons le montrer avec Ambroise pour ce qui est de la cerise sur le gâteau dans la dernière partie. En sachant que nous avons déjà donné les éléments de réponse un peu plus haut. Donc, un autre hadith vient dissiper cette énigme et qui fait intervenir une autre épouse du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en la personne de Saouda. En fait, le prophète, l'élu, n'a plus touché de femme pendant 2 ans après le décès de sa défunte épouse, Khadija. Et se maria avec Saouda et Aïcha. Il consomma son mariage avec Saouda avant Aïcha. Donc Saouda qui était beaucoup plus âgée. Donc la première consommation de mariage a eu lieu à la Mecque et la seconde a eu lieu à Médine. Et ensuite, autre élément de réponse, c'est-à-dire quand bien même le texte sur l'âge de mariage de Aïcha est apocryphe, eh bien elle n'est pas la seule à être concernée par cet âge qui va déterminer la majorité sexuelle, puisque c'était une coutume courante dans la péninsule arabique. Et on a déjà vu que dans la Bible, les cousins des Arabes, les Juifs, les cousins sémites, eh bien, ils avaient des coutumes équivalentes. Et que le droit romain corroborait ces coutumes, ne serait-ce qu'en partie. Donc ici, rien d'étonnant. Quand Youssef Indy, en fait, son approche elle est purement théorique. Bien sûr, il n'est pas le seul incriminé. C'est-à-dire qu'il ne fait que ressasser des arguments qui existent déjà, mais puisqu'il fait l'objet de ma réflexion, donc celui que je nomme dans mon propos. Et donc Youssef nous dit que Aïcha, elle n'avait pas 9 ans lors de son mariage. Mais il occulte le contexte, il occulte la culture, il occulte l'étude des phénomènes anthropologiques. Donc c'est assez paradoxal pour pour un chercheur qui se dit sérieux, et si il a le même sérieux avec les informations qu'il apporte au sujet du messianisme kabbaliste, eh bien on peut en deviner les limites. Bien sûr, je ne doute pas de son sérieux dans le domaine qu'il étudie, mais apparemment, en matière religieuse, eh bien, son bagage est beaucoup plus léger. Et donc, en admettant que Aïcha, effectivement, le texte est apocryphe, elle s'est mariée à 9 ans. Mais que fait-on de l'usage à l'époque? Et ici, on va en donner des exemples. Vraisemblablement, les propres filles du prophète se sont mariées en bas âge. Et l'un des compagnons a même donné sa fille à la naissance. C'est pour dire que cette pratique était courante. Donc ici, il s'agit de fiançailles. Donc on a vu que dans la Bible, les fiançailles avaient lieu avec l'exemple de Rebecca à 3 ans, et dans la péninsule arabique, en sachant que peut-être que le phénomène existait aussi ailleurs, mais vraisemblablement même aussi chez leurs cousins sémites au Moyen-Orient, eh bien, un compagnon, donc c'est-à-dire que sa pratique, son usage a été corroboré par la révélation et donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné sa fille en mariage à la naissance. C'est-à-dire c'est une promesse ici, il s'agit de fiançailles comme on a vu plus haut. Certaines annales vont jusqu'à dire que des filles étaient grand-mères à 21 ans. Qu'est-ce que tu fais là, Youssef? Nous avons des narrations, nous avons l'historiographie, nous avons la chronique qui nous dit qu'à l'époque de la révélation, donc c'est comme ça qu'il faut faire une enquête, une investigation objective et pertinente. Nous avons des reports, nous avons des narrations, nous avons des dictions qui nous disent qu'à cette époque, il y avait des filles qui étaient grand-mères à 21 ans. Qu'est-ce que tu fais là, Youssef, au lieu de faire l'autruche? Un peu de cohérence, un peu de cohésion, un peu de... Et j'ai pas envie de dire un peu de fierté, ça peut paraître très violent, mais on en est là malheureusement. Il y a même un consensus implicite des compagnons sur la chose. Et sur concernant le verset du délai de vituité, dont je vais ramener
que je vais ramener un peu plus tard avec une photo de Charles Frozen, eh bien, il y a une exégèse, il y a une unanimité, un consensus des exégèses disant qu'il a autorisé à marier une fille avant l'âge de la puberté. Bien sûr, la consommation du mariage, euh, elle n'attendra pas la consommation du mariage, sa majorité sexuelle. Ensuite, d'autres versets viennent confirmer cette question, comme celui recommandant de marier les orphelines. Ibn Hajar dit qu'une orpheline est une fille en dessous de la puberté. Donc ici, il faut définir les termes employés, évoquer leur cadre juridique, leur champ sémantique, et donc il incombe de faire une étude stricte, sérieuse et exhaustive, et non pas s'amuser à faire des pirouettes en vue d'être en phase, tout démagogue qu'il est, avec ses interlocuteurs imbibés d'humanisme. Il faut faire une enquête sérieuse, objective, et même si les conclusions elles sont contre soi. Donc ici, lorsqu'on revient à la définition d'orpheline, eh bien, il s'agit de filles qui est jeune, et non pas de 18 ou 19, 20 ans, comme le laisse entendre Youssef. Donc le hadith en question qui parle de Aïcha, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Les commentateurs de ces deux recueils n'ont jamais dit qu'il était contestable. Ces derniers s'accordent même à dire qu'il y a un consensus sur son contenu. Nous allons voir dans l'article que j'ai traduit de Charles Frozen. Et l'auteur que nous ramène Youssef, j'aimerais bien d'ailleurs connaître quel est le nom de cet auteur, est un auteur du IVe siècle, donc après l'âge d'or des musulmans. Et d'un point de vue purement méthodique, les consensus qui se dessinent, les consensus qui ont le plus de valeur, c'est ceux qui ont été frappés avant ou pendant cette période, c'est-à-dire jusqu'à 200 ans. Si tu ramènes un savant du IVe siècle, et qui éventuellement déroge ce consensus, même s'il n'était pas le seul, eh bien, il n'a pas le même poids que des éléments de réponse qui ont été donnés lors de cet âge d'or. Bien sûr, Youssef, lui qui est plus versé vers l'étude des textes scripturaires juifs, eh bien, il ne maîtrise peut-être pas cette technicité en ce qui concerne les textes scripturaires musulmans, en sachant que le principe est le même en réalité. La différence, c'est que les textes scripturaires musulmans ont été conservés, contrairement à ceux des juifs.